Bien, je suis heureux de vous retrouver. En particulier dans une période qui s'étend sur quelques années, qui a été un peu pour tout le monde, mais aussi du coup pour moi une période difficile, marquée de deuil, de maladie, de faiblesse. Si bien que je me présente devant vous aussi comme dans un moment de renaissance. Et ça augmente mon plaisir, mon bonheur de venir vous parler ce soir. Je le ferai tout de même, je dirais pas avec de grandes précautions, mais de façon simple. Je vais introduire en quelque sorte notre travail collectif de toute l'année. Et pour cette première séance, il n'y aura pas de questions, mais vous pourrez évidemment après préparer des questions que vous poseriez dans les séances qui suivront. Alors, je vous donne d'abord le calendrier de ce séminaire pour l'année 22-23. Il y aura donc 9 séances que voici. La première aujourd'hui, donc le lundi 17 octobre, et les autres séances seront invariablement le lundi à 20h, et une fois par mois. Donc ça va donner ceci: lundi 14 novembre, lundi 5 décembre, lundi 16 janvier, lundi 13 février, lundi 6 mars, lundi 17 avril, tout ça en 2023, lundi 15 mai et lundi 12 juin. Alors, je vais commencer ce séminaire, c'est-à-dire le travail de cette année, par une lecture lente et paisible de son considérable titre. Voici. Comment parvenir à proposer, en temps de désorientation mondiale, une orientation politique, en pensée et en acte, qui ne soit ni interne aux règles dominantes aujourd'hui, comme par exemple les élections, ni réduite à des actions localisées, légitimes, de type colère collective, mais finalement réduite à leur être immédiat. Une orientation, en somme, une orientation politique dont la valeur soit stratégique, bien que totalement opposée au capitalisme mondialisé, par ailleurs. Mais aussi bien, et c'est essentiel, une orientation opposée à l'idéologie entièrement fallacieuse qui prétend aujourd'hui lire le monde à travers l'opposition entre la bonne démocratie occidentale et le mauvais totalitarisme. Opposition constamment mise en avant, mais qui n'est, à mon avis, j'espère que cet avis sera démenti du reste, mais à mon avis, qu'une préparation idéologique de la prochaine guerre mondiale, dont nous vivons, à mon sens, en ce moment même, les prémices. Voilà. Alors, je pourrais, vous voyez, commenter ce titre très long de façon brève en disant: que sommes-nous
réellement en état, aujourd'hui, d'affirmer et de réaliser au lieu de seulement nier et combattre. Ou une variation de cette question majeure, dans la désorientation actuelle du monde, désorientation idéologique, économique, sociale, etc. Dans cette désorientation, est-il possible d'indiquer de façon rationnelle et effective le chemin orienté d'une transformation du monde? Alors, une réponse positive à cette question, c'est à la possibilité, au fond, de reconstituer une orientation dans le contexte même de la désorientation. Une réponse positive s'opposerait à un état de choses dont il faut bien dire qu'il est essentiellement négatif pour le moment, parce que les masses populaires, comme les militants, ou bien sont condamnés à une forme d'inertie, ou bien sont mus de façon dominante, voire exclusive, par une sorte de colère négative, justifiée, mais stratégiquement impuissante. Alors, avant de revenir à l'état du monde et aux possibilités politiques, je vais faire un important détour par une sorte de logique générale. En fait, un détour par la question: comment faut-il envisager et traiter aujourd'hui la question typiquement dialectique de la négativité? Je pense que le symptôme fondamental du monde contemporain, c'est ce que j'essaierai de justifier dans la suite, est en réalité finalement l'autorité incontrôlée du négatif. Alors, la question peut se formuler autrement. Par exemple, comment penser, en définitive, la capacité créatrice de la négativité, et non pas seulement sa capacité protestataire? Alors, comme vous savez, bien sûr, au siècle précédent, Hegel, le philosophe Hegel, a constitué la forme moderne de cette question, à savoir la question, j'y insiste, du statut exact de la négativité dans l'action politique. Et lui, Hegel, l'a fait au niveau très abstrait de l'ontologie, dans sa grande logique, et il l'a fait aussi au niveau de l'histoire générale des civilisations, dans sa phénoménologie de l'esprit. Alors Marx et Engels, pour les situer de façon très générale, ont approprié cette figure hegelienne de la dialectique à l'histoire et à la politique, et ils ont pu réaliser cette appropriation de Hegel à la question de la négativité révolutionnaire à travers la notion cruciale de lutte des classes. Et m'intéresse ici parce qu'il est une crise de la question interne aux révolutionnaires du rapport entre négativité et affirmation, ou entre négativité et création. Je rappelle que cette polémique, presque oubliée aujourd'hui dans ses détails, a été en fait le prélude de la scission et finalement de la quasi-disparition du mouvement communiste mondial officiel, de l'internationale communiste du moment.
Cette scission a opposé d'abord de façon verbalement très violente le Parti communiste soviétique et le Parti communiste chinois, mais elle a été le prélude, cette scission, de la quasi-totale disparition à échelle mondiale de ce qui s'appelait le mouvement communiste officiel. Donc nous retrouvons là l'idée que cet épisode fait partie de la crise générale que je cherche à constituer, à montrer, de la crise qui affecte le rapport entre négation et création dans le dispositif révolutionnaire de type communiste. Vous savez qu'à l'époque, le mouvement communiste international était incarné en effet par de puissants partis devenus États, par ce qu'on peut appeler des États-partis, mouvement encore considérable en fait à la veille des années 60. Au fond, n'est-ce pas, nous avions là, sous la forme du parti État, une négativité transformée en affirmation, où l'idée que le même type d'appareillage pouvait convenir pour les tâches destructives et pour les tâches inventives ou constructives. Autrement dit, nous avions le cas affirmé d'une négativité transformée en affirmation ou d'un instrument critique devenu l'opérateur d'une affirmation dont il faut bien dire qu'elle était sévèrement dogmatique, elle. Et le parti désignait en tant que capable d'être un parti État la solution du problème de la transition entre négativité révolutionnaire et construction communiste. Que cette question soit encore aujourd'hui à l'horizon de la pensée politique en la matière, je voudrais citer ici Xi Jinping, qui est le dernier chef du dernier grand parti au pouvoir prénommé communiste, à savoir le parti chinois. Xi Jinping est le dernier communiste, avec tous les guillemets que vous voulez, qui soit comme tel au pouvoir d'un immense pays. Il a tout récemment tenu à dire, Xi Jinping, que, je le cite, c'est un énoncé qui fait comme une rumeur du passé, il a tenu à déclarer, je le cite donc, « Le parti décide de tout ». Alors lui, c'est un totalitaire revendiqué. La totalité existe, en un certain sens, quant aux décisions à prendre, dans la figure du parti. Il est très intéressant que Xi Jinping ait dit « le parti décide de tout ». Il n'a pas dit « l'État décide de tout ». Il est donc bien revenu ou a maintenu l'idée selon laquelle la connexion entre négativité et construction, dans le régime de la décision constructive, donc de la gestion étatique du pays, revient en dernier ressort au Parti communiste. Enfin, le parti qui a ce nom. En Chine, il a gardé ce nom. Donc le parti qui a gardé le nom de Parti communiste est déclaré par son dirigeant comme ce qui décide de tout. Et c'est du reste le congrès du Parti communiste, qui va avoir bientôt, qui va réélire à sa tête le nommé Xi Jinping. Et c'est par voie de conséquence de la décision du parti que le même Xi Jinping va être maintenu à la tête de l'État. Donc non seulement est maintenue par les Chinois la figure du parti État, encore une fois comme la connexion, comme le nœud, comme la solution miraculeuse finalement du passage de la négation à l'affirmation ou à la construction, mais c'est bien le parti qui continue à être l'opérateur majeur de cette connexion par sa capacité à devenir le parti État.
Le parti État, en Chine, vous en avez, comme toujours, les Chinois sont des gens très explicites, vous en avez la mise en scène figurale. Vous allez avoir le congrès du Parti communiste qui va nommer Xi Jinping secrétaire général du parti, et vous allez avoir ensuite le remaniement étatique qui va nommer Xi Jinping président de la République chinoise. En somme, nous avons là un exemple parfait d'une transitivité entre le symbole de l'action révolutionnaire qu'est le Parti communiste chinois et cet instrument d'une possible conquête de l'hégémonie sur le marché mondial capitaliste qu'est à l'évidence aujourd'hui l'État chinois. On pourrait presque dire d'une certaine façon que le montage chinois actuel fait que est nommé communisme tous les efforts faits par l'État chinois pour contrôler de façon aussi serrée que possible le marché capitaliste mondial. Et c'est une forme, après tout, du problème dont nous sommes partis, à savoir comment un organe constitué pour une lutte, un affrontement, y compris militaire, dans le cas chinois, contre l'ordre établi, peut-il devenir par ailleurs ce qu'il est aujourd'hui, à savoir une grande puissance qui joue le jeu du marché capitaliste mondial et vise d'y être une puissance dominante. Alors, voilà. Entre parenthèses, nous avons là un fort problème de désorientation supplémentaire quand on voit que, y compris l'adjectif communiste, est devenu le signe potentiel pour Xi Jinping de la puissance impériale quasi dominante aujourd'hui dans son affrontement encore modéré, mais qui éclatera un jour au grand jour avec les États-Unis, qui sont jusqu'à présent, via le dollar, les maîtres constitués du marché mondial. Alors, je voudrais revenir à partir de là, un instant, aux années 50 du siècle dernier, quand les Russes et les Chinois se déchiraient dans l'arène du mouvement communiste international, n'étant même plus d'accord sur ce que signifiait le mot dialectique d'accord. Et c'est cette controverse sur le mot dialectique qui m'intéresse ici, bien que ce soit un épisode complètement mineur et oublié. Pourquoi elle m'intéresse, cette vieille discussion sur le mot dialectique, sur ce que veut dire le mot dialectique? C'est que précisément c'est ce mot dialectique qui a soutenu d'un bout à l'autre le rapport contradictoire entre la négativité et l'affirmation. C'est dialectiquement que les partis communistes sont devenus des partis États, c'est-à-dire qu'ils ont opté pour le passage de la position négative et critique d'un parti révolutionnaire à la détermination positive d'un État en voie de construction d'une figure de la société de type nouveau. Alors, sur la dialectique, concept devenu fondamental à cet égard, les Russes soutenaient, alors ça, on va entrer dans des hikayas intéressantes, les Soviétiques soutenaient que le moment fondamental du processus dialectique, c'est quand, je cite leur formule, deux fusionnent en un. Ils avaient cela comme emblème de ce qu'est la figure effective de la dialectique, c'est quand du deux d'un affront complètement développé par eux dans toute une série d'ouvrages. Ensuite, via Lénine et la première révolution victorieuse située dans ce type de contexte, le communisme du XXe siècle a fait de la négativité
une notion centrale. La négativité, la révolte, la levée, la critique radicale, tout cela était en définitive l'alimentation intellectuelle cruciale de la négativité qui s'appelait à l'époque la négativité communiste. Cette notion de négativité, elle s'est donc, c'est un point important à noter, elle s'est donc dans tout ce temps, elle s'est donc rapportée au lien qui existe entre l'organisation politique qui est le parti, qui est la figure du parti, qui s'oppose à la domination du capital, d'un côté, et aussi le nouvel État, issu des révolutions, qui se déclare en charge directe de l'avènement d'une société égalitaire. Donc nous avons eu, dans ce moment important, historiquement, du problème que je mets à l'ordre du jour pour vous ici, nous avons eu un dispositif primordial qui, finalement, avait pour centre la notion de parti communiste qui, finalement, devait ou avait pour tâche de préparer la création d'un État capable de se déclarer en charge de la construction, cette fois, et non pas de la négation, d'une société égalitaire. Alors, autrement dit, la question dont nous héritons aujourd'hui, parce qu'elle est devenue obscure, la question s'est présentée dans la forme suivante, historiquement. Le type d'organisation politique en charge d'une critique radicale de l'État bourgeois et de l'ordre capitaliste, en charge de la destruction de cet État, peut-il être approprié à la construction d'une société communiste? Autrement dit, comment s'articule la capacité négative du parti avec sa capacité créatrice? Ou encore, dialectiquement, comment la capacité négative peut-elle finalement induire, au long cours, une capacité positive ou créatrice? Alors, une réponse positive à cette question, elle exige abstraitement, et vous voyez la difficulté que nous allons développer longuement, elle exige abstraitement qu'on pense une continuité possible, peut-être même une identité historique entre la négativité et l'affirmation créatrice. Le parti serait doté, de par sa nature propre, d'une double capacité à ce niveau-là. Naturellement, la capacité critique, la capacité d'organisation des luttes, etc. Mais tout ceci s'articulant en définitive sur la capacité créatrice. Et cette capacité créatrice étant, nous reviendrons évidemment sur ce point, comme symbolisée historiquement, réalisée historiquement, par le devenir État du parti lui-même. C'est-à-dire la charge du parti cessant d'être exclusivement la lutte anti-étatique dans l'ordre bourgeois, mais devenant finalement la capacité constructive d'un État qui fut appelé de type nouveau et par conséquent une affirmation créatrice au niveau, on y reviendra, d'un rapport extrêmement compliqué à définir entre le parti et l'État. Cette question a été, à mon avis, la plaie constitutive du communisme du XXe siècle. Ça, c'est si on répond positivement à la question initiale.
comment s'articulent la négativité et la créativité dans les histoires gouvernées par les partis communistes. Si on fait une réponse négative, si on pense qu'en réalité nous sommes en état de dire aujourd'hui que cette articulation de la négativité et de la créativité a en fait échoué, il va falloir rejeter l'héritage historique et donc passer par une sorte de critique du thème du Parti communiste révolutionnaire capable de devenir le centre d'un État de type nouveau. Paramètres qui ont existé pendant tout le siècle précédent. Mais voyez le problème. Si on constate que historiquement, l'héritage historique, cet état historique, celui du Parti communiste révolutionnaire, capable de devenir le centre d'un État de type nouveau, a fait la preuve de son impuissance finale, alors nous héritons du problème de la corrélation entre négativité et affirmation sans disposer de solutions politiques immédiatement visibles. Et comme on le voit aujourd'hui, à mon avis, ceci ouvre à une crise de l'action révolutionnaire dans son ensemble qui s'avère en réalité capable localement de négativité activement satisfaisante, mais qui n'articule cette négativité, pour le moment, sur aucune construction historique stable, étant donné que la figure de l'État parti a partout fait la preuve d'une insuffisance à cet égard. Donc, nous allons parler ici assez longuement du rapport entre négativité et créativité dans l'action politique. Ce sera le noyau de nos questions. Alors, je partirai pour cela quasiment d'une anecdote, c'est-à-dire d'un épisode secondaire et bien oublié de l'histoire de la question du négatif dans le mouvement communiste officiel. Il s'agit d'une vive polémique au fil des années 50 et 60 du siècle dernier entre deux partis communistes en quelque sorte fondamentaux, le Parti communiste russe et le Parti communiste chinois. Ces deux partis ont en commun d'exercer au terme de révolutions victorieuses la construction d'un État nommé ou rêvé comme État communiste ou État socialiste préparant le communisme. Les deux appellations existent. En tout cas, ils ont en commun la conviction où ils sont d'avoir transformé la négativité combattante de la Révolution en une construction politico-étatique de type absolument nouveau. Or, les voilà qui, sur ce point précisément, entrent dans une sévère polémique au fil des années 50 et 60. Le Parti communiste chinois entreprenant de mener une critique extrêmement opiniâtre et sévère du Parti communiste russe. Vous voyez que cet épisode, au fond, conçu d'abord comme opposé, soit quand un des termes fait disparaître l'autre, l'anéantit. Alors l'essence de la dialectique, pour les Russes, à cette époque, c'était soit du côté de la fusion,
des deux termes, soit du côté de la disparition. Et il disait finalement que la formule de la dialectique, c'était finalement deux fusionnent en un. Vous voyez bien, deux fusionnent en un, c'est l'idée que la dialectique effectue par elle-même, au niveau concret de la politique d'État, le passage du parti comme instance révolutionnaire au parti comme instance de la construction d'un nouvel État autoritaire. Deux fusionnent en un. Deux fusionnent en un, et le parti, au fond, est le nom de cette fusion en un de deux tâches apparemment contradictoires. Alors, les officiels chinois considéraient cette position comme en réalité révisionniste et capitularde. Pour eux, l'essence de la dialectique, ça n'était pas du tout quand l'essence de la dialectique n'était pas du tout quand deux fusionnent en un, mais au contraire quand un se divise en deux. Vous voyez, nous sommes là d'un bout à l'autre dans l'approche logique de la question qui nous préoccupe, qui est de savoir comment la corrélation entre négativité et créativité se fait en politique. Alors, il y a deux termes. En réalité, la thèse soviétique, c'est que finalement, 1 donne 2, ou que 2 donne 1, c'est-à-dire que le 2 disparaît dans le 1, c'est-à-dire que la capacité d'affrontement de classe disparaît dans la construction reconnue de l'État communiste soviétique, mais les Chinois considèrent qu'en réalité, quelque chose de la révolution continue nécessairement à se manifester par la permanence recommandée ou refaite de la division dialectique du terme primordial en deux. Autrement dit, 1 se divise en 2, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le passage de la révolution à la construction d'un État, que la dynamique du processus, était une contradiction nouvelle et non pas la réduction à l'unité de la contradiction ancienne. Autrement dit, la prise du pouvoir était le début d'une figure nouvelle de la contradiction, c'est-à-dire elle obéissait à 1 se divise en 2, et elle n'était pas du tout le moment d'une réconciliation interne des deux termes, à savoir négation et affirmation, dans la figure de la disparition de la contradiction dans l'unité. Au fond, pour eux, la dynamique du processus, c'est une contradiction nouvelle, dont l'issue dépend de facteurs nouveaux, puisque aucun des nouveaux deux termes, 1 se divise en 2, aucun des deux termes n'est identique au point de départ. Aucun ne manifeste le 1 initial qui s'est comme tel divisé. C'est intéressant que cette controverse, à certains égards d'allure extraordinairement sophistique, ait été le point de départ de la rupture entre les Chinois et les Russes dans les années 50-60. C'est là-dessus que ça a buté, comme si, d'une certaine façon, cette question, qui de fait met en jeu le rapport entre le parti et l'État à la fin des fins, parce que si le parti et l'État, deux fusionnent en un, ça veut dire que le parti et l'État vont devenir la même chose. C'est ça que ça veut dire. Et que donc les tâches de négativité révolutionnaire et les tâches de construction du communisme sont finalement identiques. C'est-à-dire que 1 se divise en 2, chez les Chinois, ça veut dire on est toujours dans la division. On est toujours en proie à la contradiction. Et le problème va être par conséquent de découvrir la contradiction nouvelle liée à la construction d'un nouvel État par rapport à la contradiction révolutionnaire qui s'opposait en fait au vieux monde du capitalisme plus ou moins colonial. Alors, finalement, à l'arrière-plan, on voyait bien que
du côté chinois, Mao Tse-tung et ceux qui le suivaient voulaient indiquer que le Parti communiste lui-même était la proie d'une division. Et même, il voulait indiquer, ce point d'une importance à mon avis capitale, que la prise du pouvoir par le parti met en scène une nouvelle forme de division. Forme de division qui n'est plus la division entre le parti et l'État réactionnaire à détruire, mais une division qui, concernant ce qu'il faut faire de l'État, concerne le parti lui-même. Et donc la thèse tout à fait novatrice que Mao et ses suiveurs ont introduite sur la question générale du rapport entre révolution et prise du pouvoir, entre parti et État, la nouvelle, c'est que, comme la dialectique nouvelle va se présenter sous la forme 1 se divise en 2, en réalité, le supposé 1, qui était le parti, puisque c'est le parti qui était la connexion entre révolution et État, le parti lui-même va se trouver saisi par la contradiction, saisi par la division. Autrement dit, le parti qui était le 1 fondamental du processus, celui qui est là au départ dans l'action révolutionnaire, mais qui est aussi là à l'arrivée dans la construction du communisme, pour les Chinois, cet opérateur donc, fondamental 1 était et devait être divisé en 2. Il fallait que la construction de l'État soit en réalité un nouveau processus révolutionnaire et non pas une conséquence unifiée de la révolution primordiale. Le parti divisé en 2 était le parti divisé en 2 sur les tâches effectives de la construction de l'État communiste. Il fallait donc un processus révolutionnaire nouveau qui engageait les masses sur cette division, un processus incluant la détermination de l'État comme divisé, et ce processus, comme vous le savez, fut appelé, assez bizarrement d'ailleurs, une révolution culturelle. Tandis que les communistes russes, nous sommes dans l'époque Brejnev, ils affirmaient au contraire une constante solidité formelle du parti à l'intérieur des changements certes nécessaires au niveau de l'État. Bien sûr, il fallait changer des choses au niveau de l'État, mais le parti, lui, était invariable. Alors cet exemple indique qu'en politique qui se réclame de l'héritage marxiste, il importe où l'on en est quant à la relation entre négativité et affirmation du nouveau. Et ce point est d'autant plus complexe que ce qui constituait le pivot classique de la question, à savoir le parti, est une notion d'autant plus fatiguée qu'elle a été, si je puis dire, coupée en deux dans sa signification, très en arrière, dès en réalité la contradiction entre le communisme chinois et le communisme soviétique. Alors la question devient alors, comment peut-on la formuler? Comment la négativité des révoltes, la dimension critique des révoltes, peut-elle se transformer en une capacité politique stable, alors même qu'aujourd'hui la question du parti est devenue obscure, vu la double faillite russo-chinoise de ce qu'en a été pendant 50 ans le totem, à savoir la transformation des partis communistes révolutionnaires en partis États conservateurs, finalement devenus les maîtres, au mieux, d'un capitalisme monopoliste d'État, et non pas du tout d'une société communiste sans État, ou entraînant
la disparition de l'État. Alors, sur cette question, qui est la question sur laquelle bute aujourd'hui la pensée révolutionnaire, en réalité dans son ensemble, quelles qu'en soient les modalités, je vais essayer de procéder par une approche moins historique que logique. C'est pour ça que j'ai un tableau. Après tout, si nous avons comme question les formes possibles de la négation et sa possible transformation en création affirmative, c'est le cœur de notre problème. C'est bien joli de faire la révolution, mais quid après? C'est la question de qu'est-ce que c'est que la victoire? Il y a suffisamment de révolutions qui ont échoué pour que cette question soit une question véritablement décisive. Qu'est-ce que c'est que la victoire? Alors, si véritablement le problème du passage de la négation à l'affirmation est aujourd'hui devenu obscur, qu'est-ce qui va se passer? Comment penser finalement cette question générale? Et comment entrevoir, au moins formellement, une issue? En réalité, une chose que vous pourrez aussi examiner de près, c'est que les formes possibles de la négation et de sa transformation en création affirmative est une question générale. Ce n'est pas simplement une question de l'histoire du communisme qui me sert ici de vecteur principal, mais c'est une question générale. Voyez par exemple la création artistique. Toute nouveauté importante dans la création artistique, il prend la forme d'une négation plus ou moins secrète ou plus ou moins visible des modèles établis dans le monde contemporain. Si vous voyez par exemple qu'entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la peinture a nié le protocole d'imitation ou de représentation au profit de la stylisation abstraite. Et d'une certaine manière, le problème de ce passage du réalisme pictural ou de la représentation à autre chose était bien la question d'une négation créatrice de l'état antérieur de la peinture. La musique est passée de l'ordre tonal à l'ordre sériel ou à d'autres maniements de la temporalité sonore. Mais ça, c'était pour l'art. Mais je voudrais souligner que la science elle-même n'a pas échappé à ce type de transformation systémique. L'algèbre, par exemple, est passée du côté d'un examen général des formes possibles de la connexion opératoire, et non pas du statut de quelques opérations déterminées. Et la théorie des ensembles a diversifié à l'infini la pensée mathématique des multiplicités quelconques. Donc je voudrais essayer de vous convaincre que peut-être ce qu'on appelle au sens très large la modernité, c'est-à-dire ce qui s'est initié à partir du XVIIIe, XIXe siècle et dans l'héritage duquel nous sommes encore, que tout cela prend toujours la forme, plus ou moins, d'un rapport difficile entre négation et affirmation. Le modèle politique que je suis ici est particulièrement spectaculaire parce qu'on connaît le point de difficulté majeure. Le point de difficulté majeure, c'est le parti État. Il a un nom, d'une certaine façon. Parti révolutionnaire, État qui finalement vise à se conserver à tout prix lui-même. Et donc, la question générale de l'articulation entre les deux points est, je crois, une sorte
vision qui peut nous apporter une espèce de logique générale au fond, une logique générale de ce qui est appelé généralement la modernité, ou qui correspond à l'âge bourgeois aussi, et aussi à l'instauration du capitalisme, etc., qui a plusieurs noms, plusieurs variables, mais au cœur duquel se trouve ce projet et les figures de son échec, les figures de son succès étant finalement, de ce point de vue-là, particulièrement spectaculaires. Alors, bon, théorie des ensembles, art, etc., ok, mais en politique, qu'est-il arrivé à la négativité politique, qui, métaphoriquement, coïncide avec l'idée de révolution. Mais nous sommes au-delà de la simple considération de cette idée depuis qu'il y a eu des révolutions victorieuses. C'est ça tout le point. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution victorieuse? Qu'est-ce que c'est que l'Union soviétique? Qu'est-ce que c'est que l'État chinois? Qu'est-ce que c'est que Cuba? Etc. Qu'est-ce que c'est exactement que la transition du négatif révolutionnaire à la construction d'une altérité radicale de la société tout entière? Alors, je propose ici, moi, un axiome. Je pense qu'il n'y a à proprement parler politique, en tout cas. C'est sur la définition de la politique. Il n'y a politique que quand une négativité contestataire, disons une figure de la révolte contre les formes de l'ordre établi, s'inscrit dès son existence négative, de critique, s'inscrit dans une affirmation stratégique concernant un ordre nouveau, tel que la négation révoltée y devient une évidence constructive. Donc je bascule toute l'affaire du côté du subjectif. Je vous le redis, là. Il y a politique quand une figure de la révolte contre des formes de l'ordre établi, donc une figure négative, s'inscrit dans une affirmation stratégique concernant un ordre nouveau, mais un ordre nouveau tel que la négation révoltée y soit elle-même une évidence constructive. Et donc, d'une certaine manière, dans des figures d'absorption de la négativité par la création. Alors, si l'on revient vers la controverse russo-chinoise d'il y a 60 ans, on dira que finalement, ni l'axiome réformiste soviétique, deux fusionnent en un. Donc il y a le un est rétabli dans sa fonction de porteur du bien. Deux fusionnent en un, l'État soviétique et l'alpha et l'oméga du bien. Mais ni, à vrai dire, l'axiome chinois, l'un se divise en deux, je dirais que ces deux axiomes ne sont ni l'un ni l'autre satisfaisants. Alors ça, la pratique historique le démontre. L'axiome russe conduit finalement à une fusion formelle du parti et de l'État au seul bénéfice de l'État, désormais dépourvu de toute vertu socialiste ou communiste, et en fait lancé, comme on le voit aujourd'hui, dans de très classiques guerres territoriales. Donc l'axiome russe a fait la preuve de sa non-pertinence, deux fusionnent en un, mais à vrai dire, l'axiome chinois aboutit, lui, à une rivalité planétaire entre le capitalisme d'État chinois et le capitalisme libéral dont les États-Unis sont l'archétype. Donc en fait, il ne conduit pas non plus à une créativité communiste, en quelque sens qu'on prenne le mot, mais à une division systémique du monde capitaliste lui-même,
entre la figure libérale incarnée décisivement par les États-Unis et la figure finalement d'un parti-État stabilisé, tel que, comme dit Xi Jinping, le parti continuait à décider de tout, mais finalement dans quel cadre? Dans le cadre d'une rivalité entre États-Unis et Chine pour la gouvernance du marché mondial capitaliste. Donc sans que la vertu communiste du parti, qui décide de tout, ait été le moins du monde conservée. Je suppose donc que et l'axiome soviétique et l'axiome chinois, quant à ce qu'est la dialectique, c'est-à-dire quant à ce qu'est la solution du problème du rapport entre négativité et affirmation, ces deux opérateurs, ces deux positions étaient l'une et l'autre inefficientes. Dans tout ça, comme nous le voyons, la singularité des États socialistes, au fil des années 50, 60 du dernier siècle, disparaît des deux côtés de la controverse sur la dialectique. Dans les deux cas, ce qui a triomphé est l'absence, dans l'équation, d'un devenir réel du communisme. Il y a de quelque chose qui puisse être une consolidation ininterrompue de la figure sociale du communisme. En réalité, c'est ça qui a pratiquement disparu des deux côtés de la controverse sur la dialectique. Au fond, ce qui a triomphé, c'est l'absence d'un devenir réel du communisme et finalement la disparition quasi mondiale de la notion elle-même, faute de ce terme et de sa présence explicite dans les décisions dirigeantes. Tout a fusionné dans l'URSS étatisée vers un ordre capitaliste à peine camouflé et dans la Chine communiste vers un État despotique au service de ses maîtres et de ses clients. Alors, tout le point me semble être que l'on ne peut penser dialectiquement la politique révolutionnaire qu'en introduisant explicitement non pas seulement le 1 et le 2, 1 se divise en 2 ou 2 fusionnent en 1, opposition russo-chinoise, mais le 1, le 2 et le 3. Un troisième terme que je nommerai la constante idéologique ou constante représentative, c'est-à-dire un terme explicitement subjectif. Cette constante idéologique ou représentative indique qu'à tout moment, le but final doit être impliqué et convoqué par les décisions prises, aussi bien dans l'ordre de l'État que dans l'ordre de l'action organisée, lesquelles ne doivent jamais contredire le but, à savoir le but d'une société égalitaire de type nouveau, mais au contraire en être explicitement dépendantes. Les décisions particulières, on doit toujours pouvoir contrôler que leur existence même et leur exécution est dépendante de la vision stratégique qu'est le communisme, alors là, en son sens réel, en ce sens d'une autre société bâtie sur des critères entièrement différents de ceux de la société capitaliste. Alors c'est là que je vais un peu styliser. Alors, on va prendre 4 variables. R. Est-ce que c'est visible? Oui, vous le voyez. Ah ben c'est pas mal. Alors, R désignera l'action révoltée ou révolutionnaire. C'est-à-dire, elle désignera le thème porteur de la négativité dans son sens révolutionnaire.
C désignera l'ordre capitaliste, c'est-à-dire l'ordre du monde tel qu'il est à peu près partout aujourd'hui. Neg désignera la négation, tout simplement. Et I désignera la constante idéologique. Alors, la constante idéologique sera ce qu'on pourrait appeler le marxisme de notre temps. C'est-à-dire le marxisme, et le marxisme non pas comme une dogmatique figée ou un résidu historique, mais le marxisme en tant qu'il est effectivement l'idéologie générale du processus révolutionnaire comme du processus communiste. Et enfin, E à 10 petit c et à 10 petit c désignera la figure de l'État communiste, mais au sens qu'il faut bien comprendre que l'État n'est pas destiné à rester État communiste, c'est-à-dire État occupé provisoirement par les communistes, et donc c'est un petit c qui fait équivoque délibéré avec le grand C qui est le symbole du capitalisme. Alors, donc, E, ce sera le paradoxe, en réalité, ça nomme le paradoxe d'un État communiste, puisque, en réalité, comme nous allons le voir et y insister, la doctrine communiste véritablement constituée est dans la thématique du dépérissement de l'État, c'est-à-dire elle est anti-étatique. Mais, en même temps, il y a la nécessité, on va voir pourquoi, qu'existe dans un moment transitoire un E indicé, c'est-à-dire un État qui, d'une manière ou d'une autre, est indexé sur le communisme. Alors, à partir de là, j'espère que je peux effacer ça, que vous avez tous pris. Alors, à partir de là, je vais proposer, ce qui est ambitieux, 5 axiomes. 5 axiomes de ce qu'on pourrait appeler la reconstitution possible, l'espace mental de reconstitution possible d'une pratique révolutionnaire cohérente. Alors, je vous les écris dans leur dimension formelle, je les commenterai après. Alors, axiome 1. Alors, R et I impliquent neg de C. Bon, ben, je ne vous dis pas tout de suite ce que ça veut dire, vous le cherchez vous-même. C'est plus amusant, vous le verrez attendre quand vous le regardez. Le deuxième, A, X2, R et neg de I implique C, grand C. Axiome 3. Neg de C implique E indice petit c. Axiome 4. E indice C et
neg de I donc E indicé et neg de I implique grand C. Et axiome 5, E indicé et I implique neg de E indice petit c. Voilà une théorie miraculeuse. Alors, comment peut-on d'abord appeler les axiomes, c'est-à-dire leur donner leur sens en quelque sorte immédiat. Comment on peut l'appeler dans la langue courante? L'axiome 1, c'est un axiome qui explique, qui écrit, que si on a à la fois une révolte populaire cohérente, R, et l'idéologie adéquate, c'est-à-dire les formes idéologiques qui portent la généralisation de cette révolte, alors on a une effective négation de l'ordre capitaliste. Et l'axiome 1, c'est au fond les conditions minimales de validité d'une révolte ou d'une insurrection ou d'un mouvement de masse, tout ce que vous voulez, quelque chose comme qui est R. Cette validité, c'est qu'il y ait aussi la représentation interne à l'action particulière des opérateurs de sa généralisation ou de sa valeur universelle. I représentant ça. Alors, à mon avis, I représente, disons, un marxisme de notre temps. Voilà. Et si on a à la fois, si on a le rassemblement effectif d'une poussée de masse populaire intense et efficiente et d'un marxisme de notre temps, enfin, de l'idéologie adéquate qui permet de transiter à une figure stabilisée, alors on a une authentique négation de l'ordre capitaliste. Voilà, et donc j'appellerai cet axiome de l'action anticapitaliste complète. Axiome de l'action anticapitaliste complète. Alors, le deuxième axiome, c'est un axiome qui est au fond la forme négative du premier. Cet axiome nous dit que si on a de nouveau des révoltes populaires significatives, mais que on ne dispose d'aucune façon, neg de I, de l'idéologie généralisante affirmative concomitante, alors, en fin de compte, l'ordre capitaliste subsiste. C'est donc R et neg de I implique C. C'est au fond l'axiome de l'échec inévitable dans le monde d'aujourd'hui des révoltes, même des révoltes de caractère anticapitaliste, affirmées, si la cohérence idéologique fait entièrement défaut. Alors ça, c'est l'idée que on ne peut pas se contenter de la figure de la révolte, même si cette figure de la révolte est déployée et significative,
si en réalité son vide idéologique fait que le rapport entre négation et affirmation n'arrive pas à se construire. Voilà. Dans l'axiome 3, c'est l'axiome de l'État communiste transitoire. C'est un axiome qui dit une effective négation de l'ordre capitaliste, là on suppose les résultats des levées populaires, neg de C. La négation de l'ordre capitaliste implique l'existence d'une autorité communiste, fût-elle transitoire et limitée. C'est-à-dire, il n'est pas vrai qu'une négation effective du capitalisme puisse en faire l'économie d'un pouvoir révolutionnaire de transition. L'hypothèse, cet axiome est un axiome, il faut bien le dire, quelque peu anti-anarchiste. Mais on l'assume à sa place, ce n'est pas une proclamation idéologique négative. C'est-à-dire qu'il est quand même vrai que, finalement, il faut que d'une certaine manière, si la cohérence idéologique fait complètement défaut, ça n'ira pas. Alors, au fond, la signification de l'axiome 3, c'est bien de dire qu'on ne fera pas l'économie d'une figure étatique transitoire. On ne peut pas faire l'économie d'une figure étatique transitoire, étant entendu cependant, comme vont le dire les autres axiomes, qu'elle ne peut pas être identique ou assumer complètement son identité à la figure négative. Alors l'axiome 4 est un axiome très simple qui dit si on a cet état transitoire communiste, le E petit c, mais qu'on finit par nier l'idéologie sous-jacente, alors on restaure le capitalisme, quel que soit ce capitalisme. Il sera peut-être un capitalisme d'État, mais peu importe. C'est-à-dire si on a le nécessaire moment de l'État communiste, de l'État révolutionnaire ou du pouvoir révolutionnaire, quelle que soit la forme, mais que ça se passe dans un complet désordre idéologique, dans la négation des nécessités et des principes idéologiques adéquats, alors ça implique la restauration du capitalisme, ça implique C. Alors c'est l'axiome de la corruption capitaliste de l'État communiste par déficience idéologique. Quant à l'axiome 5, il indique que si on a l'État communiste et qu'on a aussi l'idéologie adéquate, si elle est maintenue, alors l'État devra disparaître. C'est-à-dire, si on a cet État, mais que cet État est venu au pouvoir par l'effet des révolutions, etc., maintient véritablement l'idéologie dans laquelle il s'est constitué, alors l'État lui-même devra disparaître. Il n'est pas vrai qu'un État construit dans ces conditions puisse demeurer indéfiniment. S'il demeure indéfiniment, c'est l'axiome 4, s'il demeure indéfiniment, c'est finalement qu'il a biffé, rendu abstraite et impraticable son référent idéologique. Alors cet axiome 5, c'est l'axiome de la disparition à terme de l'État communiste au profit d'une société sans État. On peut l'appeler l'axiome du dépérissement de l'État.
Je rappelle que le dépérissement de l'État était, pour Marx, une dimension constitutive de la révolution communiste. Alors, ce que je voudrais montrer là, ensuite, peut-être un peu plus rapidement que je le prévoyais, c'est que les avatars du communisme au XXe siècle, et plus généralement la faiblesse des révoltes, apparaît dès lors qu'un quelconque de ces axiomes a cessé d'être opératoire. L'intérêt de la monstration de ces axiomes, c'est qu'on peut, au fond, élucider toute déshérence des révolutions communistes et de leurs effets, toute transformation en leur contraire, des États despotiques, des capitalismes d'État, etc., on peut largement l'impliquer parce qu'un des 5 axiomes n'a pas été opéré ou opératoire dans la conjoncture. Alors, je voudrais donner quelques exemples. Dans l'époque récente, on peut constater que d'importants soulèvements, alors prenons par exemple les Gilets jaunes en France, ou on peut prendre plus encore les levées de masse contre le pouvoir militaire en Algérie, qui étaient très spectaculaires, qui mobilisaient réellement les masses de façon large, que ces 2 épisodes ont échoué, eux, en vertu de leur ignorance de l'axiome 1. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas porteurs d'une idéologie conséquente, capable de faire que R et I impliquent la négation de C. C'est-à-dire le point I était défaillant, en contraste d'ailleurs avec la force de R, mais si vous avez une grande force de R, mais une faiblesse absolue de I, alors finalement, vous aurez l'impossibilité de la négation. Voilà. C'est-à-dire... Donc ça, c'était sur le premier. Ce qui veut dire l'axiome 3, que je prends maintenant, l'axiome 3, donc nec de C implique un État. L'axiome 3 rappelle que, par exemple, dans la Chine avant Mao et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une longue impossibilité d'établir un État explicitement communiste. Et ça a été rendu visible par la permanence sur le territoire de secteurs livrés à l'ordre ancien. Donc l'axiome 3 indique qu'une négation complète de l'ordre capitaliste implique à un moment quelconque qu'apparaisse une figure étatique. Et que toutes les expériences révolutionnaires l'ont montré. C'est-à-dire des expériences révolutionnaires ont toutes montré qu'une victoire de la négation révolutionnaire est toujours, en un certain sens, l'origine d'une fixation étatique quelconque, étant entendu, en vertu de l'axiome 5, que cet État devra dépérir. L'axiome 5 est véritablement stratégique. On doit savoir que État communiste, E indice C, veut dire État qui doit disparaître. Et s'il n'est pas ainsi conçu, c'est qu'il n'est pas un État communiste et que donc il redeviendra visiblement, sous une forme ou sous une autre, un État capitaliste. Alors, au fond, je vais abréger un peu là. Si on regarde de près les axiomes, on comprend aisément que la moindre décision politique efficace se donne comme un mélange, selon les circonstances,
entre la négation et l'affirmation. C'est un point de légitimation effectif de la dialectique. Vous remarquerez sur le tableau des axiomes que le signe de la négation, neg, apparaît dans tous les axiomes et s'applique selon les circonstances aussi bien à C, le capitalisme, à I, l'idéologie marxiste, ou encore même à E indice C, le transitoire État communiste. Mais on voit aussi qu'aucune de ces occurrences de la négation n'est séparable de la présence d'une ou deux affirmations portant en général sur R, les levées populaires, sur petit c, l'adjectif communiste, ou encore sur I, l'idéologie révolutionnaire. Alors c'est dire, ça c'est une conclusion très importante, que l'évaluation d'une situation politique ne peut se faire qu'en liant, dans une dialectique à chaque fois ajustée, l'affirmation et la négation. Que c'est là que se joue véritablement le destin d'une décision politique. Et la conséquence qu'il faut en tirer, c'est qu'en matière de politique révolutionnaire, la séparation du négatif et du positif est toujours une impasse. Et je dirais que c'est la raison pour laquelle on voit tant de magnifiques révoltes rester finalement stériles, aussi bien dans les faits que dans les mémoires, parce qu'elles n'ont pas immergé leur réelle pratique dans une idée affirmative. Faut en somme d'avoir nourri mentalement leurs actions en des idées qui puissent être résolument hétérogènes à la situation, au terrain, au contexte et à l'ordre de marche de la bataille. Des idées qui projettent l'action en avant d'elle-même. Des idées qui utilisent l'action menée comme une poussée vers des actions à venir, au lieu, comme c'est le cas général, de fermer l'action en cours sur elle-même. Et une idée qui est bien sûr sous la loi d'une vision d'ensemble du présent. Des idées qui concernent au présent les larges masses populaires, mais qui est aussi sous la loi d'un futur total. Alors je voudrais, sautant un certain nombre de détails que je reprendrai dans le cours des séances du séminaire, je voudrais m'orienter quand même vers les conclusions. Au fond, nous pouvons dire ceci. Ce qui divise le monde, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a aujourd'hui désorientation du monde, c'est l'enchevêtrement de deux contradictions, je pense. La première, qui est cruciale pour la classe dominante occidentale, est celle qui oppose le capitalisme à toutes les formes possibles de théorie, d'action organisée ou de désir ou d'État qui mériterait réellement le nom de communisme. C'est évidemment la contradiction majeure au niveau idéologique pour la classe dominante occidentale qui est prête, à mon sens, à faire la guerre plutôt que de tolérer que réapparaissent quelque part, de façon victorieuse et conséquente, quelque chose qui mériterait effectivement le nom de communisme. Ça, c'est la contradiction majeure que le capitalisme oppose évidemment à son adversaire propre. Mais la seconde contradiction, c'est celle qui oppose entre eux
des groupes capitalistes enracinés dans certaines nations, liés à des États nationaux, opposition qui a pour enjeu la maîtrise sur le marché mondial. Idéologiquement, la première opposition, celle entre le capitalisme opposé à toutes les formes possibles de communisme, même imaginaire, cette première opposition se traduit comme étant celle, non pas du tout explicitement du capitalisme et du communisme, ce n'est pas du tout comme ça que parle la bourgeoisie, mais elle est transcrite sous la forme de l'opposition entre démocratie et totalitarisme. En réalité, dès qu'on entend démocratie et totalitarisme comme description grossière et dominante du monde contemporain, on sait qu'est derrière cela, embusqué, si je puis dire, derrière cette opposition concernant la forme des États, la possibilité permanente de rejeter dans l'ombre absolue l'hypothèse communiste comme telle. C'est-à-dire d'empêcher même sa surrection, son existence ou sa résurrection. Voilà. Ça, c'est sur la première contradiction fondamentale entre capitalisme et communisme. Sur la deuxième contradiction, à savoir les oppositions entre capitalismes nationaux, elle est en général travestie ou masquée dans le registre des prétentions nationales et elle prend aujourd'hui la forme étatique de l'extrême droite. Parce que, au fond, pour faire passer le thème national, qui est un thème localiste, à l'intérieur des rivalités du marché mondial, il faut durcir la catégorie de nationalité. Il faut lui donner une espèce de signification raciale, raciste ou apparentée. Et ça, c'est vrai à chaque fois que les contradictions interétatiques viennent bousculer l'unité du marché mondial. Vous voyez apparaître l'extrême droite à ce moment-là. Ça a été le cas juste avant la dernière guerre mondiale, à partir de la crise du capital des années 30. Cette crise qui a rendu en sorte ouverte la question de la domination planétaire du capitalisme a aussitôt déchaîné non seulement finalement la capacité guerrière des États, mais a fortement nourri ou consolidé la naissance des fascismes, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Japon, etc. Alors, finalement, on peut dire que les prétentions nationales, lorsqu'elles deviennent actives dans ce qui est la contradiction majeure, à savoir la permanence de la souveraineté du capital, ces querelles nationales sont évidemment liées à l'apparition de groupes qui doivent revendiquer le caractère absolu de la nationalité. C'est-à-dire qu'ils doivent remplacer, au fond, l'idée mondiale du capital vainqueur par une idée nationale de la même victoire, et qui donc, d'une certaine façon, doivent traiter la nationalité comme une catégorie ontologique. Alors, chez nous, c'est l'apparition de ce personnage essentiellement anti-migrant qu'est le français de souche. Le français de souche, c'est un opérateur de ces moments où, pour des raisons de crise, quelque chose du capitalisme planétaire et de son déploiement est rabattu sur la prétention nationale. Nous étudierons plus tard dans l'histoire des États bourgeois cette espèce de complicité capitaliste tout à fait frappante entre, disons, le baratin démocratique et la tentation fascisante.
sur ce point-là, on ne peut pas dire que l'hégémonie bourgeoise soit enracinée dans des paramètres extrêmement stables. Tout dépend en réalité des configurations du marché capitaliste mondial. Dans certaines configurations, quand quelque chose comme une obligation nationale devient lancinante, alors effectivement l'état-major politique des bourgeoisies nationales peut passer très facilement, mais dans une certaine stupéfaction du public, de l'apologie déchaînée de la démocratie parlementaire à une restriction sévèrement raciste, en réalité, de qui doit profiter du capitalisme national. Alors, nous nous demanderons dans les questions à venir d'où vient que cette complicité capitaliste entre baratin démocratique et tentation fasciste, qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, guerre qui a redistribué les cartes du capitalisme planétaire au profit des États-Unis, en réalité. Comment il se fait que ça réapparaît aujourd'hui? Et on avancera l'hypothèse que cette réapparition est peut-être le symptôme le plus frappant de la possibilité que réapparaisse aussi la guerre mondiale comme telle. Alors tout ça, ça dispose en fait des exemples d'une menace pour nous, une vraie menace, qui est la menace que provoque l'enfermement des colères négatives locales, souvent tout à fait justifiées, vigoureuses, rassemblantes, mais enfermées dans l'absence d'une vision générale. Si vous voulez, de quelque chose comme dans les équations R sans I. Ça, c'est très mauvais, R sans I. Je vous propose d'avoir des drapeaux R toujours avec I. En réalité, l'absence d'une vision générale qui serait absolument opposée à toutes celles qui sont imposées par la dictature universelle du capital, qu'elles soient démocratico-universalistes ou qu'elles soient nationalistes anti-migrants ou anti-noirs ou d'un racialisme imaginaire. Alors, je vais terminer cette introduction par une lecture stimulante et appropriée d'un passage bien oublié du livre fondamental de Marx, à savoir le Manifeste communiste. Il s'agit du passage fort bien titré par référence à quelque chose dont nous avons une solide expérience et qui est conclusif aussi sur ce que j'ai tenté de dire aujourd'hui. Ce titre est en effet « Le socialisme conservateur ou bourgeois ». Alors ça, le socialisme conservateur ou bourgeois, c'est typiquement le déchet des révolutions manquées. C'est-à-dire partout où la négativité n'a pas su constituer les appuis idéologiques unificateurs et transformateurs nécessaires, et on a l'apparition tout à fait paradoxale de prétendus réformateurs de la société qui sont en réalité aussi des agents de sa conservation. Ça, c'est par exemple toute l'histoire de la social-démocratie. Dès la fin du XIXe, Marx et Engels ont observé que le parti social-démocrate allemand, par exemple, qui se réclamait explicitement du marxisme, n'était rien d'autre que le héros parlementaire de la maintenance et du progrès du capitalisme et de l'impérialisme dans l'Allemagne de cette époque. Alors, Marx avait déjà anticipé ça dans le manifeste, sous l'appellation de socialisme conservateur ou bourgeois. Et si je vous donne un exercice, je vous dirais,
avec les 5 équations, quelle formule serait applicable au socialisme conservateur ou bourgeois. Mais à propos de ce socialisme conservateur ou bourgeois, je voudrais vous lire deux moments vraiment délicieux. J'ai choisi la traduction de Maximilien Rubel, qui est celle qu'on trouve dans l'édition La Pléiade de Marx, mais vous allez les entendre résonner en finale. Le premier texte est le suivant. Une partie de la bourgeoisie actuelle cherche à pallier les tares sociales afin de préserver la société bourgeoise. On peut ranger dans cette catégorie économistes, philanthropes, humanitaires, améliorateurs du sort de la classe ouvrière, organisateurs de la bienfaisance, protecteurs des animaux. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Protecteurs des animaux, fondateurs de sociétés de tempérance, finalement réformateurs marrons de tout poil. Et on n'a pas hésité à ériger ce système en socialisme bourgeois. Alors, vous pourrez remarquer au passage, dans cette liste, il serait utile d'en donner des exemples contemporains, catégorie par catégorie. Ce serait amusant. Vous trouverez le texte à la fin du manifeste communiste de Marx. Alors, le deuxième texte est une liste des mots d'ordre que Marx attribue au socialisme bourgeois. Libre-échange dans l'intérêt de la classe laborieuse. Tarifs douaniers dans l'intérêt de la classe laborieuse. Prison cellulaire dans l'intérêt de la classe laborieuse. Voici le dernier mot, le fin mot du socialisme bourgeois. Au vrai, le socialisme de la bourgeoisie tient tout entier dans l'affirmation que voici, les bourgeois sont des bourgeois dans l'intérêt de la classe ouvrière. Voilà, je terminerai pour aujourd'hui.